quand on transforme le dogme en mesure de ce qu'il faut penser, on va contre l'intelligence dans son inventivité perpétuellement renouvelée à l'école du réel. Et le dogme n'est ni la mesure de la théologie, ni celle de la philosophie. Le philosophe est à l'école du réel, tel qu'il est. Quant aux théologiens, mais je n'entre pas ici dans cette question, nous y reviendrons beaucoup plus tard quand nous aborderons les relations de la philosophie et de la dimension religieuse, qu'elle soit chrétienne, musulmane ou juive. Donc, ce qui est bien sûr a marqué toute une époque de l'histoire de la pensée occidentale en particulier. Quand nous parlons de dogme, nous allons contre cette réalité que l'intelligence en philosophie est à l'école du réel et que quant au théologien, il est à l'école de la parole de Dieu, du mystère de Dieu, qui est tout sauf une définition, qui est toujours plus que ce qu'on peut en penser. Et donc, nous pouvons tout de suite voir que se réfugier par peur dans une doctrine figée, dans une autorité d'une pensée établie, dont on répète les conclusions, c'est se comporter finalement en perroquet. Mais que je sache, le perroquet n'est pas philosophe par nature. Il est plutôt de l'ordre du sophiste, c'est-à-dire qu'il répète les mots sans avoir la pensée qui préside à ces mots. Une critique que fait déjà Aristote en son temps, quand il critique les sophistes et qu'il dit qu'ils se revêtent du manteau de philosophe, car ils en ont le langage sans en avoir la pensée. Et donc, répéter une doctrine, c'est peut-être finalement se contenter d'un langage, sans plus savoir d'où vient ce que l'on dit. Pourquoi en est-on arrivé ainsi ? Pourquoi tel philosophe a-t-il affirmé cette chose-là ? Troisième possibilité, d'autres philosophes, et c'est une position qui a existé déjà dans l'Antiquité, mais qui bien sûr a été développée principalement dans la pensée moderne à un certain moment, quand on arrive, j'allais dire, à la fin d'un itinéraire extrêmement long, donc avec une quantité de positions philosophiques, de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, mais c'est un monde. Tout ce que les philosophes ont pu développer. Et donc certains voudraient pouvoir établir toutes ces opinions dans la cohérence d'un système, j'allais dire, totalisant, on pourrait presque dire parfois totalitaire, qui intégrerait toutes ces opinions dans la cohérence d'un développement nécessaire. J'évoque, et nous y reviendrons un peu plus tard dans notre itinéraire, au passage, la position hegelienne, qui considère que l'histoire de la philosophie, dans son développement historique, correspond à la nécessité du développement même de l'esprit. Ce qui veut dire finalement que, pour Hegel, l'histoire de la philosophie est d'une certaine façon le sommet de la philosophie. D'une philosophie qui pense que la vérité est un système, qu'elle est un tout, dans lequel, chacun des moments a sa propre nécessité, à sa propre cohérence. Et donc, bien entendu, celui qui veut établir un système philosophique et intégrer toutes les pensées philosophiques dans la cohérence de ce tout, se prétend être au sommet et au terme de cette histoire et s'en faire finalement, définitivement, le juge ou la mesure. Je ne dis pas que c'est ce que pense Hegel, mais c'est ce que certains en ont fait. Alors peut-être ces trois possibilités, le scepticisme, une forme de dogmatisme qui se réfugie dans une position qui surplombe la complexité du réel, ou l'effort de vouloir penser un système qui intègre toutes les opinions dans une cohérence, et on sait comme parfois cette mentalité touche l'élément pratique. Les personnes qui ne veulent jamais, n'est-ce pas, prendre position et qui considèrent que tout a sa nécessité, ce qui bien sûr a une part de vérité, nous verrons. Mais allons-nous trouver peut-être une autre possibilité, un petit itinéraire qui nous permette d'aborder l'histoire de la philosophie autrement ?